Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur VST, là, nouveau rendez-vous de MCSP, le plateau avec mes camarades de jeu, comme d'habitude. Marie-Jo Arrigui, bonsoir. Bonsoir. L'histoire avec un grand H aujourd'hui. Oui. Et comme j'aime que vous aimez aussi l'art, voilà, illustré par l'art avec un grand A. Oh, joliment dit ça, oui. j'aurais pas fait mieux. Je vous réponds. Jean-Paul Luciani, monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Mais moi aussi, je suis bien ici. Non, parce qu'on vous a fait quelques infidélités, c'était normal, c'était la journée mondiale de la femme. Vous êtes entouré de femmes. Oui. Ben oui. C'est ce que disait Woody Allen? Non. L'amour à deux, c'est très beau. L'amour à cinq, c'est fantastique. Woody Allen. Woody Allen. Oui. Je me demande où vous allez chercher vos auteurs parfois. Hein. Vous avez été plein de femmes, alors il n'y a que de l'amour. Là, vous allez avoir ce soir quelque chose peut-être un peu différent. De l'amour, mais parfois aussi, il va y avoir des colères. On n'aurait pas dû le mettre un petit peu au repos, il est revenu en trop bonne forme, j'ai l'impression. Sandra Alfonsi, bonsoir. Bonsoir. On va parler d'histoire, Oui, d'enseignement. D'enseignement et de polémique. Victor. Voilà, c'était le jeu de mots pourri de la soirée. Je l'ai fait, je m'en suis débarrassé, c'est très bien comme ça. Notre invité, il était professeur d'histoire, il est historien, il est aussi compositeur. Bref, c'est un historien rocker, c'est comme ça qu'il a osé se définir. Dimitri Casal est avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir. Alors, on s'était vu il y a quelques années, vous aviez été invité par une association pour venir parler d'histoire, ici en Corse. Et on vous a fait venir cette année d'abord parce que vous connaissez très bien un certain Napoléon Ier. On peut le dire. De nombreuses attaches en Corse, vous y venez régulièrement. Et puis, vous êtes un auteur très prolifique. Alors, on va l'évoquer tout à l'heure avec Sandra. Il y a l'histoire de France interdite, ça c'est chez Lattès. C'est celui-là qui fait un peu polémique. Il y a beaucoup de bruit, effectivement. Il y a le grand album d'histoire de France de notre enfance. Alors ça va être peut-être pour les nostalgiques, peut-être. Ce sont les livres d'histoire c'est l'histoire comme on nous la racontait, plutôt qu'enseignait à l'école il y a quelques années de cela. On l'évoquera aussi tout à l'heure. On n'en a pas fini, puisque Marie-Jo l'a évoqué à l'instant. L'histoire de France vue par les peintres, ça c'est chez Flammarion, ça c'est un gros succès aussi, c'est en librairie. Hein. Voilà. Là, il raconte l'histoire avec Christophe Beyeler. C'était lui c'est pour les tableaux, il vous a un peu expliqué tout ça, et puis vous avez recadré le tout. Et puis un autre livre que je réserve tout à l'heure pour Jean-Paul. Dimitri Casal, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Je mets un peu de suspense dans l'émission, ça s'appelle du teasing. Oui. Voilà. Mais de quoi va-t-on parler? Ceux qui vous connaissent ont une petite idée peut-être derrière la tête. Allez, soyons sérieux 2 secondes avec vous, Dimitri Casal. Je le disais comme ça en préambule, vous étiez professeur d'histoire, vous avez arrêté d'enseigner il y a quelques années de cela. 8 ans maintenant, oui. Alors cette expérience justement de professeur, elle vous a amené à devenir historien et à écrire maintenant. Vous étiez dans des quartiers dits difficiles, dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Absolument, j'étais au collège à Cergy-Saint-Christophe, c'est même pas Cergy-Pontoise, c'est encore pire. Dans ma classe, j'avais 100% donc d'immigrés qui venaient juste d'arriver, souvent de 1, 2, 3 ans. Et là, ça a été une expérience absolument remarquable, particulièrement enrichissante, parce que j'ai vu de tout. J'ai vu des choses magnifiques. Je pense que l'Afrique sera sauvée par les femmes, par la femme africaine, parce que les petites africaines sont des bosseuses qui s'accrochent, qui sont magnifiques. Et j'ai vu des choses sordides aussi, très difficiles, vraiment une misère morale et totale. Et c'est vrai que j'ai failli me faire casser la figure par des jeunes loupards de 12, 13, 14 ans qui supportaient pas qu'on enseigne l'histoire de France. Voilà, mais pourquoi alors, est-ce que ça dérange d'enseigner l'histoire ou c'est juste parce que c'est l'éducation en général qui gêne dans ces zones d'éducation prioritaire? L'histoire est un véhicule. Moi, je pense que une force d'éducation civique supérieure à l'éducation civique, c'est par l'histoire qu'on forme à la citoyenneté. Est-ce que c'est pas lié, justement? Justement, Cicéron disait déjà que l'histoire est l'institutrice de la vie. C'est par l'histoire qu'on apprend la vie à nos jeunes enfants. Et effectivement, il y a des leçons parfois de morale qui passent très mal aujourd'hui, et en particulier l'histoire de France, qui est une histoire doublement millénaire. On a 20 siècles d'histoire, et malheureusement, 20 siècles de grande histoire qui ont été faites aussi par des rois capétiens qui ont construit des cathédrales. Et raconter les cathédrales à nos enfants d'aujourd'hui dans les banlieues, vous savez, c'est pas très là, vous allez trop vite parce correct. qu'on parlera de l'histoire de France interdite tout à l'heure. Mais malheureusement, il y a certains thèmes qui passent très mal. Voilà. On va y venir tout à l'heure puisqu'on va parler de cet ouvrage. Les racines chrétiennes de la France, tout simplement. De cet ouvrage en particulier. Mais justement, la difficulté d'enseigner dans les zones d'éducation prioritaire, c'est tout aussi difficile pour un prof d'histoire que pour un prof de maths, que pour un prof de français.
Absolument, mais il faut savoir avoir les bons leviers. Donc moi, j'avais 2 leviers à ma disposition, c'est-à-dire que pour redonner le goût de l'histoire, qui est vraiment mon combat prioritaire à ces jeunes enfants de 10, 11, 12 ans qui n'ont pratiquement aucun repère, je pense qu'il faut réhumaniser l'histoire, rendre à nouveau l'histoire vivante et palpable. Malheureusement, aujourd'hui, on assiste à des thèmes, c'est une histoire thématique complètement aseptisée. Ouvrez n'importe quel manuel, vous verrez, de 6e, 5e, 4e, c'est absolument hallucinant. C'est vraiment répulsif pour les enfants. Alors que quand on leur apprend l'histoire en partant des grands personnages tels que Charlemagne, Saint-Louis et Napoléon, bien sûr, et puis des femmes, bien sûr, Marie-Antoinette ou même Marie Curie, plus près de nous, on réhumanise l'histoire et on la rend à nouveau palpable et compréhensible pour des petits de 10, 11, 12 ans. Il faut faire preuve d'imagination pour faire passer la pédagogie. Alors, vous avez eu une petite particularité, ce qui vous a valu certaines critiques aussi. En tout cas, c'est parti de là. C'est en classe que vous avez eu l'idée d'amener votre guitare pour enseigner l'histoire. Alors comme je vous disais, en classe, aujourd'hui, dans les banlieues, il y a les 2 premiers rangs qui suivent, et puis au fond de la classe, c'est vraiment l'anarchie, le chaos le plus total. C'est-à-dire que les enfants se lèvent, vont voir par la fenêtre, sortent, rentrent, balancent des trucs. C'était absolument impossible de faire un cours normal. Donc j'ai eu un jour cette idée, comme je suis musicien par ailleurs, je suis venu avec ma guitare électrique que j'ai branchée sur mon ampli et je lui ai dit je vais vous faire l'histoire de Jules César en rock'n'roll. Et là j'ai fait une chanson sur rock'n'roll, sur César où j'ai assez rock. Et là, oh miracle, j'ai dit merci Seigneur, j'ai vu les derniers rangs de la classe se rapprocher au premier rang et il y en a un qui m'a dit oh monsieur, j'ai compris, César c'est le plus grand des guerriers, c'est pour ça que la musique est puissante. Et j'ai remercié le Seigneur parce que j'avais enfin établi le contact avec certains jeunes. Parce que le problème majeur, c'est qu'il y a un fossé entre le professeur d'histoire et les enfants. Il y a un infranchissable et c'est très difficile de communiquer avec ces jeunes-là. Vous êtes associé avec le prof de musique par la suite ou pas? Après, absolument. On a fait une chorale et malheureusement, c'était surtout les filles, que les filles qui venaient. Il n'y avait pratiquement aucun garçon dans la chorale. Ouais. En tout cas, cette idée-là, vous l'avez peut-être développée beaucoup plus tard aussi, puisqu'on vous a retrouvé l'année dernière à Ajaccio, sur la place du Diamant, pour non pas parler de Napoléon, mais chanter Napoléon. On va regarder un petit extrait. Les victoires d'Austerlitz, de Iéna, de Friedland, de Wagram, de la Moscova, hurrah, hurrah, hurrah! Napoléon, sans invincible, de l'Atlantique jusqu'au Yémen, le plus grand des capitaines, entre Lambert et Ranellier. On va leur percer le flanc, en temps turlire au flanc. On va leur percer le flanc, en temps turlire au flanc. Ah, nous allons vivre, en temps turlire au flanc. On va leur percer le flanc, en temps turlire au flanc. Je sais pas si ça va rester, hein, le refrain. On va leur percer le plan, rentre en plan, relire. Quelque chose comme... Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? En fait, comme je vous disais, il faut quand même que l'histoire redevienne humaine, c'est-à-dire il faut que ça redevienne aussi une joie, un bonheur. Moi, j'ai eu des professeurs formidables dans ma jeunesse qui nous faisaient apprendre l'histoire dans la joie, dans le bonheur. C'était passionnant, avec passion. Et il faut que ça redevienne une passion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc là, j'ai eu l'idée de mettre l'opéra rock Napoléon en chanson. C'est 15 chansons qui racontent toute l'histoire de Napoléon, de sa naissance. Il y a aussi des chansons tristes, hein. Il y a le divorce avec Joséphine. Bon, ça c'est le final. Hein. Ça c'est le final, tout le monde particulièrement gay. Mais je pense qu'effectivement, l'histoire est un véhicule fondamental pour redonner le goût de certaines valeurs morales et certaines bases comme la volonté, le respect de l'autre, le respect des règles, le respect de l'État aussi, effectivement, passe par l'histoire et c'est dommage qu'on en Pas que par l'histoire, ça passe par l'éducation, tout simplement. Mais prioritairement par l'histoire. Et aujourd'hui, on ne fait plus, dans les collèges en France, on ne fait plus qu'1 heure d'histoire par semaine. J'ai étudié nos voisins, en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Espagne. On fait pratiquement 3 heures d'histoire par semaine au collège. Voilà, je pense que tout est là. Alors, après ce qu'on vient de voir, vous sur scène, qui avez envie de passer un message et de rendre plus ludique, allez, on va dire l'histoire. Est-ce que, justement, ça ne vous porte pas tort, tout simplement, parce qu'on va dire, c'est pas sérieux de faire ça?
Absolument, je vois très bien, j'entends toutes ces nombreuses critiques. Là, dernièrement, ça a été vraiment un déchaînement autour de ma personne. Mais écoutez, moi, je vois déjà qu'une chose, c'est que ma parole porte de plus en plus, surtout dans certaines régions. Il y a tout un tas de professeurs et d'historiens qui prennent ma défense. Donc, et ensuite, le but, c'est de redonner aussi de la cohésion au pays. En fait, c'est par l'histoire, comme je vous dis, qu'on forme à la citoyenneté. Et c'est dommage de négliger cette histoire qui, pour moi, l'histoire est une garantie d'intégration. Hein. Donc, on peut en venir... Tous les grands émigrés qu'ont fait la France, tels que Romain Gary, qui avait cette phrase magnifique, « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines », ont été passionnés, rendus amoureux de la France par leur amour de l'histoire. Bon, alors comme vous anticipez que vous voulez aller très vite là-dessus, on va l'évoquer tout à l'heure avec Sandra. Alors on va commencer un petit peu plus tôt, parce que pour mieux vous connaître aussi, il fallait se renseigner sur votre personnalité. Et charge à Jean-Paul Luciani, toutes les semaines, d'aller chercher des rumeurs sur le net. C'est tout de suite. Et quand il cherche, il trouve. Vous avez même entendu parler de l'opéra rock, évidemment. Oui. Alors, au fur et à mesure, je cochais les rumeurs que vous évoquez, qui celles-là donc sont avérées, sont vérifiées. On va vérifier maintenant si vous avez été consultant historique pour un jeu vidéo dédié à l'empereur. Absolument. Par Sega. Alors, je vous disais qu'il faut utiliser tous les médias, la musique, les livres, bien sûr, mais aussi les jeux vidéo, hein, qui ont un budget supérieur au cinéma aujourd'hui. Et effectivement, les Anglais, ce que j'ai découvert, c'est ça aussi qui m'étonne. Les Anglo-Saxons sont absolument passionnés de Napoléon. Ils sont venus me chercher pour être consultant historique pour un jeu qui s'appelle Napoléon Total War et qui a eu un succès colossal à travers le monde, puisque en Amérique, au Japon, il s'est vendu à 5-6 millions d'exemplaires. C'est un jeu de stratégie sur PC où toutes les campagnes napoléoniennes sont recréées. Et j'ai été étonné parce que ils avaient déjà bien avancé le projet. Et ils avaient une vision totalement sereine et apaisée de l'empereur. C'est-à-dire, il y avait aujourd'hui, dès qu'on parle de Napoléon à Paris, on en prend plein la figure. Là, c'est-à-dire que moi, je prends une histoire qui soit l'anti-manichéisme, qui soit ni noire ni blanche. Pour moi, l'histoire est complexe et grise, et c'est ça qui la rend passionnante. C'est la complexité, parce qu'elle révèle toute la complexité de l'âme humaine. Et les Anglais, dans ce jeu, avaient très bien compris tout ce que Napoléon avait fait de formidable, son génie administratif, du code civil, militaire, bien sûr, mais tout le reste, et aussi tous les aspects sordides, misérables. Parfois, il était vraiment goujat avec les femmes et sur les champs de bataille aussi, bien sûr. Donc tout y était. Bon, alors justement, c'est très intéressant la phrase que vous avez citée de Romain Kassev, lituanien de confession juive, Romain Gary, pour Gary Cooper, vous le dites dans l'un de vos ouvrages. Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Donc vous êtes pour le droit de la terre, vous n'êtes pas pour le droit du sang. C'est évident avec ce genre de citation. Alors justement, vous aimez citer en exemple certaines figures de l'histoire, Félix Éboué, Gaston Monerville, Senghor, Marie Curie, Mazarin et Napoléon Bonaparte. Mais alors, comme vous êtes incorrigible, vous n'avez pas pu vous empêcher de citer également le Bachaga Oualem. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Cette vieille baderne de l'Algérie française, célébrée par l'OAS, qui à la fin de sa vie a dit, dans le fond, je regrette d'avoir soutenu la France, qui est une espèce de collabo. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher le Bachaga Oualem? Qui est un représentant des Harkis. Et effectivement, il est un peu connu comme étant le chef des Harkis, et c'était une figure symbolique, mais je suis au courant qu'effectivement, à la fin de sa vie... Enfin, ce qui m'intéressait, c'est surtout le fait qu'il ait eu 17 membres de sa famille qui ont été massacrés par le FLN en Algérie parce qu'ils avaient voulu prendre le parti de la France. Voilà. Alors, vous aimez dire, je vous cite, qu'il ne faut pas insister uniquement sur les erreurs du colonialisme, comme les Zoo-Humas, à mon avis, qu'il y a plus qu'une erreur, mais aussi les bénéfices, comme l'hôpital de Hanoï et l'invention du vaccin contre la fièvre jaune. Alors, Dimitri, la fièvre jaune, les routes, les hôpitaux, c'était pour les colons, c'était pas pour les populations, ce n'était même pas des citoyens, c'était des hommes de seconde zone. Les colons faisaient ça pour eux, c'était pour eux qu'ils faisaient ça. La fièvre jaune, ça inquiétait surtout les colons. L'œuvre des disciples de Pasteur, tels que Alexandre Yersin et André Calmette, est une œuvre en médecine
colossal. Et c'est vrai qu'on ne parle jamais dans les manuels scolaires d'aujourd'hui. Ce qui me choque, c'est que vous avez des pages et des pages, ouvrez le manuel de 4e de cette année dans les 6 manuels qui existent, vous avez des pages sur les zoos humains, sur l'exploitation des colonies, et vous n'avez pas une ligne sur Alexandre Yersin, sur l'hôpital de Hanoï, l'hôpital de Saïgon, sur les 50 000 kilomètres de routes construites en Algérie, les 26 ports, 26 aéroports. C'est absolument une œuvre. Et moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux une vision objective, c'est-à-dire non manichéenne, avec sur la page de gauche, je veux qu'il y ait toujours les zoos humains, je suis d'accord avec vous, il faut en parler bien sûr, mais je veux que sur la page de droite, il y ait Alexandre Yersin et André Calmette et leur œuvre bienfaitrice de la civilisation française. Alors, de fait, sur Internet, je vous assure que c'est vrai, ça m'a même un peu effrayé, je me suis dit, mon Dieu, mais qui est-il ? On vous accuse d'accumuler les poncifs de la droite colonialiste, en essayant notamment, on en parlait tout à l'heure, hein, tous les deux, au maquillage, en essayant de noyer les crimes de la traite négrière avec une évocation d'autres négriers, ceux-là de l'Afrique ou du monde arabo-musulman. Bien sûr qu'ils existent, mais cette industrialisation que j'ai vérifié sur l'île de Gorée au Sénégal. Cette industrialisation, c'est un crime contre l'humanité. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas un crime. Même si Robert Badinter, qui avant était une conscience et maintenant un militant, est venu vous dire que vous aviez raison. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec Robert Badinter. Je dis que c'est un crime contre l'humanité. Je n'ai jamais dit le contraire. J'ai dit qu'il faut tout simplement replacer la traite négrière transatlantique dans le contexte de l'époque. Et effectivement, comme vous avez lu dans l'Histoire de France interdite, j'explique que l'esclavage a existé depuis la nuit des temps, avait été absolument dans chaque civilisation au monde, il y a eu des esclaves, et particulièrement effectivement en Afrique où Catherine Cockry-Vidrovitch dit qu'un Africain sur 4 était un esclave d'un autre Africain. Donc, vous voyez, je trouve que la loi Taubira a fait énormément de mal à l'enseignement de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, dans les manuels de 4e, vous verrez, il y a 20 pages sur la traite transatlantique et 20 pages après, à la fin, sur le colonialisme, et on oublie totalement de parler, effectivement, de Louis XVI, de Napoléon, des grands personnages, de l'humanité, de Marie-Antoinette, de Madame de Pompadour, des siècles des Lumières. Moi, je veux bien parler de l'esclavage, bien sûr, mais je pense qu'il faut hiérarchiser aussi et surtout ne pas négliger des rôles de certains grands personnages, comme on parlait de Louis XVI tout à l'heure, la Révolution française. Il faut quand même expliquer correctement à nos enfants, c'est une période fondamentale de notre histoire et aujourd'hui, elle est réduite à la pension congrue. On a une dizaine de pages pour la Révolution et l'Empire dans le programme de 4e, alors qu'il y a encore 10 ans, on en avait une 25-26, et il y a 30 ans, moi quand j'étais enfant, dans le Malais-Isaac, il y avait 100 pages. 100 pages sur la Révolution et l'Empire. On est passé de 100 à moins de 10. Est-ce qu'on peut continuer, maître ? Bien sûr. Bon, alors les sites d'extrême droite, ce soir, j'ai dit qu'il y aurait de l'amour et de la colère aussi. Hein. Les sites d'extrême droite. Malheureusement, j'ai vu ça, oui. Ouais, ils reprennent mais je l'ai dit. attaques. Alors, vous êtes pas au niveau, bien sûr, ils vous traitent pas on dit pas que vous êtes Véronique Geneste, hein, mais il y a des attaques contre l'islam, vos attaques, et vous reprenez notamment une histoire qui vous colle au basque. Et je comprends, qu'est-ce que vous êtes allé chercher ça un spectacle que des islamistes en France auraient voulu faire interdire dans le département de l'Ain. Mais on peut vous dire qu'il y a des commandos anti-avortement très chrétiens aussi en France. La pièce de théâtre sur Voltaire, oui, ça c'est un fait. Mais c'est vrai que je suis un peu désespéré de la récupération du Front National, mais j'ai pas hésité quand même chez Yves Calvi la dernière fois sur le débat sur Jeanne d'Arc à dire que le Front National avait fait un hold-up sur le personnage merveilleux de Jeanne d'Arc et que c'était vraiment dommage pour l'enseignement et pour la France, parce que Jeanne d'Arc est une personne absolument incroyable qui représente le patriotisme dans tous les pays du monde, que ce soit aux États-Unis, en Australie, il y a une statue pour les Russes. Jeanne d'Arc est l'évocation du patriotisme. Et aujourd'hui, en France, au collège, dans les zones d'éducation prioritaire, on ne peut plus enseigner Jeanne d'Arc tellement elle a été récupérée par le Front National. Et j'ai dit ça chez Calvi et effectivement, le lendemain, j'ai été rayé sur tous les sites du Front National. Alors, et j'en suis fier. On va juste conclure avec... et là aussi, ça fait le bonheur
des plus conservateurs, qui n'arrivent pas à accepter, dans le fond, que Christine Taubira, elle soit black. Et vous attaquez la garde des Sceaux, ministre de la Justice, parce que vous n'êtes pas d'accord avec elle. Alors, je voudrais que vous expliquiez pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec... Parce que dans la loi Taubira, comme je vous disais tout à l'heure, elle parle uniquement de la traite transatlantique, comme si c'était uniquement les Européens, et les Français en particulier, et les Britanniques, qui étaient responsables de l'esclavage. Elle oublie totalement, dans la loi Taubira, elle ne fait aucun cas de la traite orientale, comme a dit Petré Grenouillot, le spécialiste universitaire de la traite, qui est supérieur à la traite atlantique, et surtout de la traite intra-africaine. Elle veut faire, et elle a dit en plus qu'il fallait pas parler de la traite orientale parce qu'il faut pas faire peser le poids de victimaires sur les jeunes arabes aujourd'hui dans la société française. Elle a dit ça dans l'Express. Est-ce que vous pouvez, comme ça me rappelle un débat, me regarder dans les yeux et me dire que c'est en fait ce que vous lui reprochez vraiment au fond de vous-même, c'est qu'elle dénonce les crimes contre l'humanité de voilà, c'est ça que de la traite négrière, c'est ça que vous lui reprochez. Les lois mémorielles, vous ne les aimez pas parce qu'évidemment, on évoque aussi c'est un crime. La plupart des historiens sont contre ces lois mémorielles parce que c'est le problème de l'anachronisme. On plaque des représentations mentales d'aujourd'hui en 2013 de faits qui remontent à 4 à 5 siècles. La loi Taubira, je vous signale, elle légifère contre la France sur les bateaux négriers à partir du XVe siècle. Ce qu'elle ne sait pas, Madame Taubira, c'est que les navires négriers sont partis du port de Nantes et de Bordeaux en 1682. C'est-à-dire qu'on a légiféré sur 2 siècles où il n'y avait aucun navire français qui battait le pavillon. Oui, donc c'est complètement stupide. Non, mais parce que vous l'enfermez dans l'Hexagone. La loi Taubira, c'est une loi qui a une valeur universaliste. Elle n'est pas que française. Alors voilà, ce qu'il aurait fallu faire, c'est une loi à l'ONU ou décréter surtout une loi internationale et surtout s'occuper de l'esclavage. Aujourd'hui, dans le dernier rapport de l'ONU, il est dit que 27 millions de personnes sont esclaves dans la péninsule arabique, au Soudan, en Somalie et jusqu'en Mauritanie, où l'esclavage a été aboli en 1992. Ceci dit, je vais relever quelque chose, parce qu'on a été d'accord là-dessus aussi. Quand Dimitri dit on regarde l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui, de contemporains. On a déjà dit sur ce plateau les méfaits que ça pouvait avoir. On avait évoqué la Deuxième Guerre mondiale, notamment, et c'est vrai que quand on regarde la Deuxième Guerre mondiale avec nos yeux d'aujourd'hui et ce qu'on sait aujourd'hui, on est tous des résistants. Maintenant, ramener dans le contexte... On peut en parler, on en parlera tout à l'heure. Maintenant, ramener dans le contexte, c'est peut-être pas ce qu'il se serait passé. C'est pour cela, maître, que je suis contre l'idée que la Corse puisse être une île des justes. Il y a eu des justes en Corse, mais tous les Corses n'étaient pas des justes. On a eu des collabos et des assassins. Donc c'est vrai. Voilà. Il faut refuser tout manichéisme en histoire. L'histoire n'est pas toute blanche, toute noire. Elle est complexe. Jean-Paul aussi, qui est féru d'histoire, finalement, vous êtes parfois d'accord avec lui, mais pas tout le temps. Mais non, mais on a des poinns communs. On a des choses sur lesquelles on est d'accord. Points communs que... Bon, il est temps de détendre un peu l'atmosphère. Je voulais vous faire plaisir, parce que, regardez un petit peu, on a reçu beaucoup d'ouvrages. Dimitri, c'est un garçon qui écrit beaucoup. Alors, on a évoqué, on va parler de l'histoire de France tout à l'heure, on va, dans un instant, parler de l'histoire de France interdite. Et il est capable de passer du grand album Histoire de France, regardez, avec ces jolies images qui vont nous rappeler notre enfance, en tout cas pour certains. Et puis derrière, on va recevoir Histoire coquine et inédite et des rois et reines. D'où mon introduction, si j'ose dire, un peu osée au début de l'émission. Mais il faut voir les images. Voilà. En plus, c'est bien travaillé. Avec on peut regarder par le petit trou de la serrure. Oui. Là aussi, pourquoi vous vouliez raconter ça, Dimitri ? Effectivement, j'ai une autre... Parce qu'on se doute bien, effectivement, qu'il y avait des rapports physiques entre rois, reines, ou pas reines d'ailleurs. Mais pourquoi en faire un livre ? Notre spécialité, effectivement, c'est l'analyse du sexe et du pouvoir. J'avais écrit Sexe et pouvoir, j'ai la Martinière il y a quelques années, et ce qui est fondamental et qu'on oublie, qu'on nous racontait dans les Malais-Isaac, dans les Lavis, on en parlait des rapports entre les rois et reines sur l'oreiller, en fait. On voit l'influence des femmes sur l'histoire de France et sur les rois de France, qui est absolument fondamentale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une histoire qui est complètement galvaudée, critiquée, mais quand on s'aperçoit de l'influence, par exemple, de Madame de Maintenon sur Louis XIV dans la prise de la révocation de l'édit de Nantes, qui a été une catastrophe pour la France, où 200 000 protestants ont dû partir à cause de Madame de Maintenon, qui était ultra-catholique et qui était représentante du parti des Vaux en France, on s'aperçoit que tout se joue dans la chambre royale.
En tout cas, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Je ne sais pas où vous avez trouvé les illustrations de l'époque. On peut voir? Hein, mais je savais que ça vous ferait plaisir. Allez, alors je remets la serrure, voilà. Hein, et puis vous regarderez ça tout à l'heure, Jean-Paul. Là, non, au niveau des illustrations, c'est pas ce qu'on nous apprend dans le livre d'histoire. Hein. Non, mais la pas la plupart de ces femmes de la Pompadour, en passant par Diane de Poitiers ou effectivement Agnès Sorel, étaient expertes dans l'art de l'amour. Et elles tenaient leur roi, justement, grâce aux choses de l'amour, qui est quand même une chose fondamentale. Il faut expliquer j'explique que tous ces grands personnages comme Cléopâtre et tout sont arrivés au pouvoir grâce au sexe. Et elles se maintiennent au pouvoir grâce au sexe. Cléopâtre a séduit d'abord Jules César et a ensuite Marc-Antoine. Et grâce à elle a failli créer un grand empire égypto-asiatique. Mais connaître ce genre d'histoire-là, ça nous fait regarder d'un œil un peu différent une récente actualité. Absolument, oui, oui. Et c'est vrai que je travaille beaucoup pour l'Express. On a fait un hors-série Quand le sexe mène le monde qui s'achevait par l'affaire DSK. Et on voit très bien l'importance des choses de l'amour qui peuvent aussi très très mal tourner pour certains grands personnages. Justement, est-ce qu'on dit c'est le sexe qui a fait tourner le monde ? Je pense souvent que souvent le sexe a fait oui, même je pourrais dire la plupart du temps, oui, il y a une histoire de même, prenons Louis XVI. Louis XVI justement, c'est le roi le moins sexuel de France. Il y a une tradition monarchique française très forte depuis François Ier et Henri IV qui était vraiment Henri IV, 76 maîtresses, hein, c'est vraiment le ver galant, hein, c'est lui qui crée la tradition amoureuse française. Et on arrive avec ce pauvre Louis XVI qui est totalement réputé comme un roi impuissant. Et qu'est-ce qui arrive à ce roi impuissant? La Révolution française. Donc on voit bien l'importance du sexe. C'est quand même un raccourci, là. Les Français ont besoin d'être tenus, on voit toujours les frasques jusque dernièrement. On peut encore citer je dirais la preuve que François Mitterrand. François Mitterrand était un grand séducteur et effectivement, on lui reconnaissait... On dit ça sobrement des hommes politiques, on dit que ils se doivent être en tout cas de grands séducteurs. Oui, parce que qui a la capacité de séduire, a la capacité de gouverner la France. Les Français ont besoin justement Et justement, ce pauvre Louis XVI qu'on disait impuissant, ce qui était faux. Mais là, si je vous suis, DSK aurait dû être président alors? Il était parti pour. Pour. Ce que j'explique dans un de mes précédents livres, c'est qu'il y a chez DSK, ça fait partie d'une espèce de suicide, la part d'autodestruction. Je vous dis que finalement, c'était une qualité pour les hommes des séducteurs, etc. Lui, pour le coup, c'est une qualité qui lui aura coûté le pouvoir. Oui, puis il y a aussi une qualité, je mets les guillemets. Hein, une part de violence que les femmes n'ont pas supporté chez le personnage de DSK, qui est à l'opposé d'un personnage comme François Mitterrand, qui était un grand séducteur, de Martine Carole à Annie Girardot. Toutes les nombreuses actrices qu'il a séduites en ont témoigné dans des ouvrages. Allez, oui, il y a simplement peut-être aussi cette dimension effectivement qui rend l'homme puissant, viril, etc. Mais vous ne pensez pas aussi qu'il y a beaucoup d'abus de pouvoir? Est-ce que toutes ces femmes ne sont pas là aussi parce qu'il y a du pouvoir et il y a peu de possibilités pour elles aussi de refuser ce statut de maîtresse pour les rois et plus tard dans les affaires qui nous concernent un peu plus, hein? Alors pour être très juste, à l'époque, effectivement, prenons Napoléon, qui au début n'était pas un homme à femme, hein, qui est un militaire, qui pour lui les femmes sont un éternel mystère, il n'a jamais compris les femmes, d'où l'article du Code civil 283 ou 86, l'homme doit obéissance à son mari, c'est vraiment le macho dans toute sa splendeur. La femme doit obéissance à son mari. La femme doit obéissance à son mari, bien sûr. Le mariage pour tous, c'était pas encore d'actualité à cette époque-là. Olympe de goût, j'aurais pu le dire. On a fait la déclaration des droits de la femme. Et on voit toutes ces femmes à la cour des Tuileries se précipiter. Il y avait pratiquement parfois jusqu'à 300 femmes qui se jetaient à ses pieds pour implorer la faveur donc, de coucher avec l'empereur. Parce qu'ils savaient très bien, la plupart du temps, ça avait commencé à Henri IV, dès qu'il couchait avec une femme, leur proposait, leur offrait un château. Donc, effectivement, un château pour une nuit d'amour était... Elles étaient vénales, quoi. Elles étaient vénales. Grosso modo. C'est souvent là. Mais ça, je ne sais pas si on devrait l'apprendre dans le livre d'histoire, parce que ça pourrait, hélas, susciter des vocations. Donc, on va passer à autre chose. C'est l'heure du regard dans cette émission.
regard signé Sandra Alphonse, à partir d'un de vos ouvrages, Dimitri, l'histoire de France interdite, qui a été publié chez Lattès. Alors, depuis quelques années, vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, à chaque rentrée scolaire, plusieurs ouvrages s'élèvent contre deux phénomènes concomitants. La place de moins en moins importante accordée à l'enseignement de l'histoire dans les collèges et lycées français et le contenu même de cet enseignement qualifié de véritable désastre par les plumes les plus virulentes. Plumes dont vous faites vous-même partie, avec la parution il y a quelques mois chez l'éditeur Jean-Claude Lattès de l'histoire de France interdite, pourquoi ne sommes-nous plus fiers de notre histoire? Alors dans ce livre, vous fustigez en termes très vifs les nouveaux programmes de l'éducation nationale, mis en application depuis 2008, que vous accusez, ni plus ni moins, de participer à une œuvre, je vous cite, de déconstruction nationale, en abandonnant notamment l'étude des grands personnages de l'histoire de France au profit de civilisations extra-européennes ou de sujets compassionnels. Vous regrettez également ce que vous appelez la fin de la chronologie, à laquelle se substitue, selon vous, une approche purement thématique, plus universitaire que scolaire, propice à l'anachronisme et à l'omission de périodes majeures, remplacée en l'occurrence par la mise en avant de sujets jugés plus politiquement corrects. Enfin, vous vous élevez contre ce que vous considérez comme une forme de complaisance, voire de démission, vis-à-vis de certains groupes communautaires qui induirait la présentation de faits ou de personnages historiques sous un angle destiné à ne heurter personne, au détriment, selon vous, de la réalité des faits dans le contexte de l'époque. Dans le même esprit d'ailleurs, vous rappelez l'importance, on en a parlé tout à l'heure, aujourd'hui délibérément négligée selon vous, des racines chrétiennes et catholiques de la France, incarnées notamment par les figures de Clovis ou de Saint-Louis, que vous prétendez mises carrément au banc des nouveaux programmes d'histoire. Le penchant français pour la repentance et l'autoflagellation vous paraît également grandement préjudiciable à la restauration du sentiment de fierté nationale, pourtant fermement indispensable de la dynamique générale d'un pays. Votre livre, au ton polémique ouvertement assumé, a d'ailleurs fait l'objet de très violentes critiques qui dénoncent un parti pris idéologique et une vision réactionnaire de l'histoire. Je synthétise, parce que ça a même parfois été beaucoup plus violent que ça. Il vous a aussi valu l'adhésion de plusieurs courants de pensée et qui ont vu un signal d'alarme salutaire. Alors, au-delà des opinions des uns ou des autres et des querelles de spécialistes dans lesquelles nous n'allons pas entrer, votre ouvrage a le grand mérite de relancer le débat et de poser des questions importantes. Tout d'abord, sur la place de l'histoire dans l'enseignement. Force est de constater qu'elle est de plus en plus réduite, alors même qu'elle apporte des clés de compréhension collective indispensables. Justement, on pourrait ironiser en disant comment une matière réduite à la portion congrue pourrait-elle être porteuse de tant de germes de déstructuration, puisqu'il y a une petite contradiction entre le fait qu'elle soit devenue de moins en moins importante et qu'elle ait ce si fort potentiel de nuisance telle qu'elle est enseignée aujourd'hui et telle que vous le dites. Sur la forme de cet enseignement ensuite, un retour au roman national composé de figures héroïques figées est-il la bonne solution pour susciter un nouvel engouement patriotique et faire œuvre d'intégration ? Et enfin, comment trouver le juste équilibre entre l'apprentissage du socle commun à tous de la construction républicaine et l'adaptation aux nouvelles réalités sociologiques qui sont elles aussi le fruit de faits historiques ? Parfois, lorsqu'on suit votre raisonnement et en le poussant un petit peu à l'extrême, on a l'impression que tout est danger, y compris la prise en compte de certains particularismes régionaux. Or, la France est aussi le produit d'un agrégat de ces particularismes qui ont aussi une histoire. Enfin, j'ai noté dans votre livre l'absence d'une référence au corps enseignant dans son ensemble, qui a quand même une marge de manœuvre à partir des programmes et peut juger de l'approfondissement de tel ou tel thème avec les élèves, qui ont eux aussi leur sens critique et leur faculté d'interrogation propre. Alors, en conclusion, je dirais, ne faites-vous pas porter une responsabilité un petit peu disproportionnée à l'enseignement de l'histoire dans un supposé naufrage de l'identité française, alors que même un certain nombre de paramètres convergents tendent à prouver, comme la perte d'influence de la France dans le monde, que cet état de fait est acté par ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas justement une part trop importante est-ce que vous n'accordez pas une part trop importante à cet enseignement ? Alors, vous faites bien d'ouvrir sur le monde parce que c'est exactement, je replace le problème de l'histoire de France dans un contexte de mondialisation, de
de combat économique. Et effectivement, aujourd'hui, la France, c'est quoi? C'est la première destination touristique au monde. Au monde, hein. Près de 80 millions de visiteurs chaque année viennent visiter la France. Et qu'est-ce qu'ils viennent voir, hein? Les Japonais, les Chinois, les Sud-Américains, les Américains, qu'est-ce qu'ils viennent voir? Ils viennent voir Versailles, les Invalides, Louis XIV, Napoléon, les personnages qui sont supprimés de nos programmes scolaires. C'est hallucinant. Plus je voyage à l'étranger, plus je m'aperçois. J'ai interviewé plein de jeunes Chinois dernièrement. Les jeunes Chinois connaissent mieux l'histoire de la Révolution française que les jeunes Français. C'est quand même dingue. Et cette histoire de France, c'est peut-être notre dernier atout. Vous venez de le dire, on n'est plus effectivement la deuxième puissance mondiale que nous étions au 19e, ni la première puissance mondiale que nous étions de Louis XIV à Napoléon. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles étaient. Nous étions les Américains de l'époque, c'était la France. Hein, Louis XIV avait obtenu le salut au pavillon français sur toutes les mers du globe. Ça, plus personne ne le sait, encore moins les historiens. C'est-à-dire que dès qu'un vaisseau chinois croisait un vaisseau français, il saluait les couleurs du roi de France. Et ensuite, il faut replacer. Donc, c'est un pouvoir. En fait, ça s'appelle le soft power. La France, la seule chose qu'elle puisse exporter, c'est à la fois son savoir-vivre, effectivement, les produits de luxe, la mode, les parfums, mais aussi sa culture. Et la culture française au monde, on l'a souvent parlé de l'exception culturelle française, c'est une vérité. La France, nous sommes effectivement les pays des bâtisseurs de cathédrales. Ça s'est passé en France, les premières cathédrales. Nous sommes les pays de Montaigne, des philosophes des Lumières. Voltaire était français. Voilà, ça s'est passé en France et on le voit en Bolivie actuellement, à Caracas. Il y avait plein d'expositions actuelles sur le bicentenaire des indépendances nationales et effectivement, ils se sont directement inspirés de la Révolution française et de Napoléon, qui a très bonne presse en Amérique du Sud. Donc je ne comprends pas pourquoi les étrangers admirent notre histoire et nous, quand on ouvre un ouvrage, un manuel scolaire ou quand on écoute certains journalistes à la télévision, il y a une lecture uniquement culpabilisante. Pour nous, on entend dire que les Français étaient uniquement des esclavagistes au 18e, hein, des colonialistes au 19e et des collabos au 20e. Non, c'est faux, c'est faux. L'histoire est beaucoup plus complexe et malheureusement, comme dit le général de Gaulle, la France est un pays doublement millénaire. On a une histoire de 20 siècles, alors que les autres pays qui sont jaloux de notre histoire, comme les États-Unis, ont une histoire très courte, somme toute. Hein. L'histoire des États-Unis, 230 ans maximum. Donc c'est pour ça, il faut que l'histoire de France redevienne une source d'espérance pour gagner des parts de marché dans le combat économique international. On parlait... Très bon exemple du jeu de Sega tout à l'heure, fait par les Anglais. Donc on a oublié de préciser que c'est les Anglais qui ont fait un jeu de stratégie sur PC qui s'appelle Napoleon Total War, qu'ils ont vendu à 6-7 millions d'exemplaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces 6 millions d'exemplaires vendus à l'étranger? Ils ont tout simplement créé, écoutez-moi bien, 25 à 30 emplois dans la banlieue de Londres. Napoléon a créé 30 emplois il y a quelques années, donc c'était... dans la banlieue de Londres actuellement. Et quand j'avais été voir des boîtes de jeux de stratégie françaises, parce qu'il en existait il y a quelques années, et qu'on disait, tiens, j'ai une idée de faire un jeu de stratégie sur Napoléon, on me riait au nez, on disait ça marchera jamais et on ne pourra jamais l'exporter. Alors non, ce qui est très bien dans votre discours, si j'ai bien tout compris, c'est qu'il faut être le plus honnête possible quand on apprend l'histoire, c'est-à-dire dire des choses qui ne vont pas, dire les choses qui vont, il suffit de l'enseigner et d'intéresser les gens et après au libre arbitre de chacun. Ce que j'ai plus de mal à saisir, moi par contre, c'est un peu ce qui reflète dans cet ouvrage, c'est qu'en apprenant l'histoire telle que vous souhaiteriez qu'en tout cas qu'on l'enseigne, ça redonnerait de la fierté. Oui, absolument, parce que les chiffres sont là. Est-ce que ça passe par l'histoire, encore une fois, ou par l'éducation générale? Quand je compare, j'ai fait donc toute la deuxième partie de l'histoire de France interdite en comparant avec ce qui se passe en Angleterre, en Italie. L'Italie est absolument incroyable dans une façon positive d'enseigner son histoire. Il faut dire 37% des jeunes Français d'origine étrangère, de l'INED, chiffre de l'INED, ne se sentent pas français aujourd'hui.
D'où tous les problèmes comment voulez-vous que tous ces jeunes, on leur apprend à longueur de manuel que la France est le pire des pays, comment voulez-vous qu'ils aiment la France? Ensuite, 70 à 71%, le fonds d'Apol, Dominique Régnier, dit que les Français veulent devenir fonctionnaires. Les jeunes enfants veulent devenir fonctionnaires. Parce qu'il faut redonner, l'histoire permettait aux jeunes de redonner, de leur apporter de la volonté, de l'espérance et de la compatibilité. Aujourd'hui, avec Dominique Régnier a fait cette étude sur la jeunesse française. Les jeunes donc veulent devenir fonctionnaires et en plus, ils sont 17% uniquement à croire en l'avenir de la France. Toute origine confondue. 17%. Quand on compare, il compare avec évidemment les pays scandinaves, la Suède, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, n'en parlons pas, c'est rigoureusement opposé. C'est-à-dire l'histoire peut redonner de l'optimisme donc à toute regardez les Américains qui n'ont pas d'histoire, entretiennent vraiment avec tous ces films et tout. Bon, il faut sauver. Ouais, bon, il y a des bons films. Il faut sauver le soldat Ryan est un chef-d'œuvre. Mais la plupart des autres films militaristes et tout sont absolument insupportables. Mais ils entretiennent leur fibre patriotique. Vous avez des drapeaux américains dès que vous baladez. Voilà, ce que je dis aux Français, c'est voyager, aller voir comment est considérée l'histoire de France et comment les autres pays traitent leur histoire, alors qu'ils n'ont pas d'histoire, alors qu'ils ont une histoire qui est souvent médiocre. Nous, on a quand même une histoire incroyable, faite de choses de riches, de passion, mais aussi, bien sûr, de sang, de bouleversements, de massacres. Il ne faut pas se leurrer, mais c'est ça, l'histoire. Qu'est-ce que vous croyez? L'histoire de Gengis Khan, je l'explique dans l'histoire de France, Gengis Khan a massacré 85 millions de personnes. Et c'est considéré comme le plus grand conquérant dans le continent asiatique. Qu'est-ce que c'est qui est politiquement incorrect aujourd'hui? C'est le patriotisme? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire quand l'histoire est belle et quand l'histoire est vraiment horrible et dire les massacres. Il faut tout dire. C'est-à-dire qu'il faut plus d'histoire. Si on veut prendre le temps de tout dire, il faut plus de temps, c'est tout. Et c'est comme ça qu'on pourra former les jeunes enfants à la complexité de l'âme humaine, parce que les êtres humains sont des êtres complexes. Et c'est ça qui est fascinant, justement. C'est pas de dire que Napoléon est le plus grand de tous les héros, comme dit d'ailleurs l'encyclopédie Britannica, les Anglais. Ouvrez à la page Napoléon, vous verrez le plus grand héros de tous les temps chez les Anglais. C'est quand même surprenant de dire ça. On va faire de la politique fiction, là, juste deux secondes, de la fiction tout court. La France, l'Europe, le monde est en crise aujourd'hui. Est-ce que si vous étiez, on va faire de la fiction, vous êtes aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que là, toute classe confondue et au lycée, vous enseignez l'avant-guerre? L'avant-guerre... La Deuxième Guerre mondiale, juste avant. Alors, parce qu'on retrouve certaines similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la montée du communautarisme, la montée du racisme aussi, de la xénophobie. On cherche un coupable, donc le coupable c'est le voisin d'à côté, c'est pas forcément les Nigérians. Il y a beaucoup de similitudes avec ce qui se passait dans les années 20-30. Vous avez tout à fait raison, alors, absolument. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, est-ce que vous dites maintenant, là, cette année, je veux qu'on apprenne aux lycéens l'histoire des années 20 et des années 30 en Europe? Voilà, et surtout, alors ouvrez un programme de troisième et de première, ce qui est sidérant aujourd'hui, c'est qu'on apprend justement la montée du fascisme en Europe, complètement déconnecté de la guerre de la crise économique de 1929. C'est-à-dire qu'on commence par la crise économique de 1929, après on étudie la Première Guerre mondiale, qui est la conséquence, bien sûr, de la seconde. Et après, on étudie la montée du nazisme. Vous voyez, on étudie la crise économique, les deux guerres mondiales qui sont réunies, et après, la montée du fascisme et du nazisme. Comme si tout était déconnecté. C'est l'histoire, la fameuse histoire thématique d'aujourd'hui des programmes de Vincent Payon. Donc, il faut absolument redonner un sens chronologique à tout ça. Et comme ça s'éclaire d'une manière lumineuse pour tous les enfants. Moi, je voudrais en revenir aux grands personnages qui sont un petit peu votre marotte et votre cheval de bataille. En quoi pensez-vous que les remettre en avant par le biais d'un entre guillemets roman national et de façon pour leur donner un caractère d'exemplarité et parlant dans le monde d'aujourd'hui, de quelle façon aux
aux étudiants, aux lycéens d'aujourd'hui. Est-ce que là, vous ne commettez pas vous-même un petit anachronisme? Non, parce que la France, comme bien sûr, je l'ai dit, je l'ai écrit, est un pays, c'est le Finistère du continent européen. J'ai écrit moi-même les grands immigrés qu'ont fait la France. La France est un pays d'immigrés. Depuis les Francs, Clovis, les Romains, les Gallo-Romains, les Celtes, et après tous les arrivés, bien sûr, il y avait plein d'Irlandais qui sont arrivés à Bordeaux au XVIIe siècle, mais enfin, après, bien sûr, les Belges, les Polonais, les Italiens. Et c'est pour ça que je suis fasciné par ces grands personnages qui ont fait l'histoire de France. On parlait de Mazarin tout à l'heure, hein, qui a empêché le royaume de France de se scinder en plusieurs parties grâce à un immigré donc qui n'avait pas une goutte de sang français. Et puis après, les grands personnages comme Gaston Monerville, qui était donc petit-fils d'esclave et qui est devenu numéro 2 de l'État français, hein, puisqu'il était numéro 3, puisqu'il était président du Sénat. Donc on voit très bien que la France, des idéaux des Lumières, de la Révolution française, de Montaigne et des cathédrales, etc., est déjà portée par un humanisme universaliste. Et c'est bien tout le problème de notre histoire, parce que les Anglais n'ont pas cette doctrine universaliste. Et comme on a écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, non pas pour la France, mais pour le monde entier. Mais c'est grâce à ça que tous ces Romain Gary, Roman Cassieff, qui n'avaient pas une goutte de sang français. Après, on peut parler de Georges Charpak, prix Nobel, et puis Marie Curie, bien sûr, sont devenus plus français que les Français de souche parce qu'ils ont épousé un idéal. L'idéal que représente la France, hein, l'idéal, effectivement, de toutes ces valeurs dont je vous ai parlé. Et Georges Charpak avait cette phrase magnifique, il disait, hein, c'est Georges Charpak, c'est un petit juif polonais qui est arrivé en France justement juste pendant la guerre, qui a énormément souffert. Ils ont tous souffert, que ce soit Romain Gary, Joséphine Baker, Manoukian, mais au bout du compte, ils ont tous adoré ce pays incroyable. Et Georges Charpak disait, je tiens à remercier mes profs d'histoire, il dit bien les profs d'histoire, qui m'ont donné l'amour de ce pays que mes parents avaient choisi, parce que mes parents, petits juifs polonais, m'avaient toujours dit que c'était le meilleur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'apprentissage, justement? Nous sommes en Corse, avec ses particularités, ses spécificités, et sa propre histoire aussi. Comment réussir à lier les deux, et l'histoire de France et l'histoire de la Corse? Ah bah c'est absolument une question fascinante. Moi, j'ai découvert dernièrement que Sampiero Corso, donc déjà avait dès 1557, il y avait un parti pro-français pour le rattachement à la couronne de France, à la couronne d'Henri II en l'occurrence. En Corse, et qui était profondément ancré et qui était très puissant. J'étais étonné, je dis mais déjà depuis 1557, ils veulent déjà se rattacher à la France, c'est vraiment superbe, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, mais comment faire alors pour lier déjà apprendre l'histoire de Sampiero Corso. En plus, alors l'histoire de Sampiero, il y a l'histoire d'amour avec la belle Vanina. Oui, mais si on apprend, il n'y a pas que Sampiero Corso, comme vous dites. Il n'y a pas que Sampiero Corso. Il y a Pascal Paoli aussi. Il y a Pascal Paoli qui a fait des choses extraordinaires avec la constitution de Rousseau. Rousseau a écrit la première constitution. Et qui a longtemps été beaucoup plus populaire en Corse que Napoléon Bonaparte. Alors bien sûr, après, moi qui connais bien cette période, il y a une ombre aussi sur l'histoire de Pascal Paoli dans les dernières années de sa vie, hein, quand il vend un peu la Corse aux Anglais, à la perfide Albion, à l'Angleterre. Dimitri, je pense que nous lui devons... mais là, je suis en minorité aujourd'hui. Non, je crois que sur le royaume anglo-corse, nous lui devons sans doute beaucoup. Parce que nous aurions été, selon John Mackerlin, l'historien spécialiste du monde anglo-saxon que j'ai rencontré, il m'a dit heureusement qu'il y a eu le royaume anglo-corse, sinon nous aurions eu nous aussi, non pas un génocide à la Vendéenne, parce que pour moi il n'y a pas eu de génocide en Vendée, il y a eu des massacres, mais nous aurions eu les mêmes en Corse. La guillotine s'est arrêtée à Toulon grâce au royaume anglo-corse. Donc là, il faut, parce que Paoli, vous le savez bien, il a joué la carte de la Révolution française. Voilà, il a joué la carte. Alors justement, pardon, maître, mais qu'est-ce que vous pensez du débat actuel sur la Vendée ? Certains disent c'est un génocide, que je connais bien, et d'autres disent c'est un massacre. Moi je dis jamais personne n'a voulu éradiquer les Vendéens de la terre. Vous avez tout à fait raison, c'est un horrible massacre, effectivement, de près de plus de 150 000 personnes ont été massacrées en Vendée, et ça il faut pas se leurrer. Mais effectivement, c'est les excès de la terreur, il faut replacer ça encore dans...
Les chiffres sont supérieurs, hein, les chiffres sont supérieurs de massacres. Hein, entre 150 000 et 200 000. Mais c'est vrai que quand moi, par exemple, j'étais à la Sorbonne, j'ai été fasciné par un personnage encore qui s'appelle Robespierre. Robespierre, il est contre la peine de mort, il est contre la guerre. Et c'est lui, finalement, qui va réglementer, ériger la terreur en doctrine d'État. Et c'est lui qui est à l'origine de tous ces massacres, en particulier de la Vendée. Comment un homme qui est un disciple de Rousseau et de Voltaire peut devenir un tel dictateur? Et ça m'a absolument fasciné. Ça s'appelle le pouvoir. L'engrenage aussi, les hommes, ce sont les hommes qui font l'histoire, ça je le maintiens, c'est un peu un sujet, tout le monde me reproche cette idée, mais moi je considère que ce sont les hommes qui font l'histoire, et jusqu'au bout je persiste et signe, mais parfois effectivement ils sont pris dans des engrenages qui sont plus forts qu'eux, que ce soit Robespierre bien sûr, mais que ce soit surtout Napoléon, quand il se retrouve avec l'Europe entière coalisée contre lui, aussi génial peut-il être, il peut rien faire contre l'Europe, contre lui. On dit que ce sont les événements qui font les personnages. C'est ça. Et finalement, donc il y a toujours un moment, il aurait pu faire la paix, il aurait pu. Après Austerlitz, il avait tous les cartes en main pour dire arrêtez, j'arrête là. La France est déjà assez grande. J'en ai marre de faire la guerre. Je fais la paix. Il aurait pu. Il a fait une erreur. Il faut le reconnaître. Bon, voilà. Vous évoquez Napoléon. C'est très bien. C'est l'heure du sujet du jour. Et puisque vous étiez là, que vous aviez envie de parler de Napoléon aussi, on a demandé à Colomba Casanova de voir un petit peu quel est le rapport ici en Corse avec Napoléon. C'est vrai qu'il a été boudé pendant de nombreuses années. Et il paraîtrait en tout cas qu'il revient, si je peux me permettre, sur le devant de la scène. On va tout comprendre avec ce sujet, regardez. Napoléon semble avoir la cote depuis ces quelques dernières années en matière de promotion et de valorisation du tourisme. Après l'avoir boudé, voici que la Corse souhaite se réapproprier l'image du premier empereur, considéré, ne l'oublions pas, comme le deuxième personnage le plus connu dans le monde après le Christ. La représentation de Napoléon serait-elle juste un atout touristique de plus ou une valorisation historique à caractère identitaire ? Dans les rues, les avis sont unanimes. Moi, je pense que c'est un atout majoritaire car c'est quand même notre patrimoine. Et je pense qu'il n'y a pas assez de manifestations autour de Napoléon Bonaparte, justement, si ce n'est les grognards. Mais je pense qu'il y a un petit manque. Je dirais que c'est carrément même le marronnier. Chaque avant-saison, on ressort l'espèce de spectre et Napoléon. Et Napoléon, s'il pouvait effectivement nous ramener toute une manne de touristes, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a l'idée, mais on passe jamais vraiment à l'acte. Et pourtant, du côté de la mairie d'Ajaccio, on pense aussi que le comeback de Napoléon est indispensable pour promouvoir son tourisme. L'année dernière, la ville a organisé une semaine de manifestations sur les lieux les plus emblématiques de la famille Bonaparte. Vous ne l'avez jamais écrit à Saint-Cyr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a maintenant des initiatives qui s'organisent, des associations, des passionnés qui s'organisent, qui se donnent les moyens. Il y a aussi une redécouverte de Napoléon à travers, et ça compte beaucoup pour la ville d'Ajaccio, une modernisation de l'image de Napoléon avec des créations originales, un petit coup de jeune qui est donné à cette thématique. Et puis surtout, ça se fond dans un ensemble, dans une politique culturelle de redécouverte et de valorisation du patrimoine, touristique, avec une image complexe que nous voulons communiquer à l'extérieur. La marque Ajaccio, elle est complexe, c'est les plages, le soleil, les activités de pleine nature, c'est aussi le patrimoine et le tourisme urbain. Et bien entendu, à ce moment-là, on cherche une part importante de notre histoire, Napoléon. D'ailleurs, côté patrimoine, les Milelli ou la grotte du Casone sont devenus comme autant de lieux de pèlerinage pour les touristes. Et bien sûr, la maison Bonaparte, qui reste le musée de Corse le plus visité. Mais pour le conservateur du musée, il reste encore du travail à faire en matière de valorisation. Je pense qu'il y a une stratégie de territoire, comme on dit aujourd'hui, qui est à monter, c'est-à-dire qu'il faut qu'on densifie l'offre, c'est-à-dire qu'on fasse plus de recherches. Alors parfois dans le monde touristique ou culturel, on se dit la recherche, on s'en fiche un peu. Pas du tout. Plus on fait de recherches, plus on a de choses à raconter au public, plus on peut l'intéresser sur des points totalement différents, comme qu'est-ce qu'on mangeait chez les Bonaparte, comment ils s'habillaient, quelles étaient leur vie quotidienne. Ça c'est important, cette densification. On se rend compte qu'une mise en valeur du patrimoine et de la culture peut être un levier de développement extraordinaire pour une région. Et aujourd'hui, tous les décideurs le savent.
que ce soit dans le monde économique ou dans le monde politique. Donc ce n'est pas... Avant, la culture, c'était un petit plus. Quand on avait réglé tous les autres problèmes, on s'occupait de culture. Maintenant, c'est un problème à la base. Et force est de constater qu'Ajaccio recueille une large part de la notoriété universelle de Napoléon. Est-ce que vous êtes des passionnés de Napoléon ou est-ce que vous êtes venus par simple curiosité? On dirait pour apprendre un peu plus sur Napoléon, pour découvrir un petit peu ce qui était un petit peu l'historique de la Corse. Mais a priori, il reste encore quelques efforts à faire en matière de communication. Vous saviez, avant de venir en Corse, que l'Ajaccio était le berceau de Napoléon? Ah oui, ça oui, moi oui. Moi non, je ne connaissais pas du tout. Non. Justement, pour l'Office de tourisme d'Ajaccio, il est indispensable de connaître la jeunesse et l'enfance de Napoléon pour mieux comprendre son œuvre. Pierre-André Nicolai, guide touristique, organise chaque été des visites nocturnes sur le thème des premiers souvenirs ajacciens de l'empereur. Cette visite en fait est née d'une idée toute simple. En 2011, ça faisait pile 200 ans que Napoléon avait fait d'Ajaccio sa ville, la capitale de la Corse. Et donc on s'est imaginé 200 ans plus tard, donc en 2011, si par une nuit magique, voilà, faut imaginer bien sûr, si Napoléon revenait à Ajaccio, quel sentiment, quel souvenir lui reviendrait en mémoire. Donc ses jeux avec son grand frère Joseph, également les cours avec son professeur, l'abbé Récaud. Voilà, donc c'est tout ça dont on discute en fait. C'est l'origine de Napoléon à travers le jeune Bonaparte. Bonaparte, qui doit en partie son statut d'icône à des peintres classiques tels que David ou Ingres. Aujourd'hui, il est revisité par une créatrice dans un style plus contemporain, loin des objets souvenirs made in China. Les passionnés ils vont dans les boutiques de musées, ils cherchent des reproductions, ils cherchent du premier degré, une lecture immédiate. Là, on s'adresse à une autre clientèle qui est un peu les brebis égarées de l'Empire, ou ceux qui ne connaissent pas, à qui on va apprendre quelque chose. Donc, vous voyez, il y a une vraie valeur ajoutée qui est la culture, l'histoire, le récit sur le produit. Alors, va derrière le comptoir chercher. Il y a une grande majorité d'Ajacciens qui fréquentent cette boutique, et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils se sont réappropriés leur histoire. Et pourtant, l'avis de la population sur Bonaparte est encore partagé. Il a été boudé quand même pendant pas mal d'années en Corse. Il est encore boudé. Si vous ne vous en apercevez pas, il est très boudé. Ah, vous savez, ça fait pas longtemps qu'on est français. Je crois qu'il nous a vendu il y a quelque temps. Voilà, non, mais... Bon, on s'y est habitué. Napoléon dira qu'il n'y a qu'un pas de l'amour à la haine. D'ailleurs, du côté de Corsica Libera, les relations ont changé. Jusque-là raillé par le mouvement nationaliste, le premier empereur des Français revient sur le devant de la scène, et ce, pour mieux mettre en lumière Pascal Paoli. Et voilà Napoléon sur tous les fronts, enfin prêt à promouvoir un tourisme intelligent. Le seul qui soit désormais capable de s'inscrire dans un développement durable, loin du tourisme des bords de plage. Ah, donc on l'a bien vu, petit à petit, les mentalités évoluent. Il y a deux mots aussi qui ont été associés, histoire et culture. On parlait tout à l'heure du soft power. Effectivement, l'histoire de France peut effectivement être une manne touristique pour la Corse et Ajaccio en particulier. Quand on voit... J'étais invité dernièrement à Waterloo, en Belgique. Il y a plus de 150 000 représentants... comment on dit, qui participent à la bataille, à la reconstitution, à la prochaine reconstitution en 2015 de Waterloo. Plus de 100. Ils viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Amérique latine dont on parlait. Ils viennent du monde entier et c'est une manne touristique pour la petite commune de Waterloo à 30 km au sud de Bruxelles, absolument incroyable. Et il y a une organisation avec une boutique, il y a même des films, il y a une espèce de rotonde où ils projettent. C'est extrêmement bien construit et on se dit que Ajaccio, la cité impériale, c'est Ajaccio qui est légitime, c'est pas Waterloo. Vous en pensez, Jean-Paul? Mais moi, je pense que tout cela existe maintenant. Il y a des célébrations, il y a des visites sur l'île d'Elbe. À un moment donné, on voulait faire un aéroport à Sainte-Hélène, ça aurait été pratique pour ceux comme moi qui veulent y aller. Il y a les célébrations d'Ajaccio, il y a toutes les villes napoléoniennes célébrées par le prince Charles Napoléon, il y va. Tout ça existe. Et puis on va visiter
dans un autre registre, le château de Versailles. Donc des fois, je pense que vous avez une vision, comme dirait Villepin, un peu de déclinologue. C'est-à-dire que vous parlez d'un déclin de la France qui peut-être, vous êtes un peu négatif sur cet aspect-là. Parce que moi, je pense qu'au contraire, les gens, ils adorent l'histoire. Moi, quand je faisais des émissions d'histoire à la radio, ils adoraient ça. Les gens, ils aiment l'histoire. Simplement, ils veulent pas qu'on leur raconte des salades et ils ont horreur des mythes. Parce que les mythes, bon, au bout d'un moment, bien sûr que les peuples ont besoin de mythes, mais bon, on le voit bien, il y a eu des exagérations. Je vais vous envoyer l'histoire de France Interdite parce que j'explique quelque chose de très simple. On a été invité dernièrement, en 2011, en mars 2011, à une immense exposition allemande donc sur Napoléon qui s'appelait Napoléon und Europa à Bonn, organisée par le ministère de la Culture allemande avec Madame Merkel qui est venue la chancelière qui est venue inaugurer l'exposition. Ils ont fait pratiquement 200 à 250 000 visiteurs en quelques mois. Donc, moi, je parle aussi de conséquences financières et pécuniaires importantes. Je suis désolé de dire que j'ai participé l'année dernière aux constitutions d'Ajaccio. C'est resté quand même vachement confidentiel. Et en fin de compte, j'ai participé avec le prince Napoléon à Rueil-Malmaison. C'est demeuré extrêmement confidentiel. Quand on voit ce qui se passe à Waterloo, quand on voit ce qui se passe à Bonn, en Allemagne, avec le ministère de la Culture allemande, ça prend des proportions colossales.